Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 13, soit le deuxième chapitre de Tyrion. Je suis toujours accompagné de Guillaume. Toujours là. C'est vrai qu'on en parlait en off d'ailleurs, en plus je viens d'y penser là, mais tu me disais que c'était compliqué pour nous d'avoir des invités, parce qu'il faudrait que les personnes qu'on invite soient au même niveau que nous en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, après il y a quelques potes auxquels je pense qu'on pourrait faire venir. Même ma copine a commencé à lire et à écouter, mais c'est vrai qu'il faut le niveau de connaissance nécessaire à la fois sur les chapitres qu'on lit actuellement, mais aussi tout autour. Tu sais, parce qu'on sert des appendices ou même on a nos connaissances de la série, et puis même nos connaissances plus vastes entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour les invités. Même quand bien même on invite des gens par exemple qui ont lu toute la saga, faut qu'ils arrivent à se mettre à la place de quelqu'un qui en est qu'à mon niveau de lecture par exemple, et éviter soit de révéler des éléments de l'intrigue, soit de trop répéter des trucs qu'on a déjà dit dans des épisodes précédents. Donc c'est un peu compliqué, ouais. Donc vas-y Guillaume, je te laisse faire un petit résumé. Ouais. Alors, dans ce chapitre, on retrouve donc Tyrion qui est parti vers le mur, donc tout au nord de Westeros, dans le simple but de satisfaire sa curiosité. Et il est accompagné notamment de Jon Snow et de son oncle Benjen Stark. Alors c'est un trajet qui est long et difficile, mais Tyrion en profite pour lire des livres qu'il a empruntés à la bibliothèque de Winterfell. Et par la même occasion, à travers les yeux de Tyrion, on voit que Jon commence à réaliser que l'image qu'il s'était faite de la garde de nuit est peut-être un peu loin de ce qu'elle est en réalité. D'accord. Merci Guillaume. Alors pour commencer, donc comme tu l'as dit, le chapitre se déroule pendant le voyage entre Winterfell et le mur du point de vue de Tyrion. Donc on sait que ça fait environ une vingtaine de jours en fait qu'ils ont quitté Winterfell, donc à la même date que le roi et toute la maisonnée qui retourne en fait à Port-Réal, et qu'ils ont toujours pas atteint le mur. Donc on a une autre estimation alors du temps qu'il faut pour parcourir certains lieux. Je sais plus, je crois qu'on en avait une autre, mais je sais plus c'est laquelle. C'est dommage, faudrait que je la retrouve, que je réécoute nos épisodes. Mais bon, on sait même pas à peu près où, enfin si, on sait qu'ils sont à peu près dans le bois au loup, mais je crois pas que le bois au loup apparaît sur la carte, faudrait que je vérifie. Alors si le bois au loup apparaît sur la carte, mais alors ça a l'air très très loin du mur encore, hein. Parce que là on a Winterfell, ok, et on a le bois au loup, puisqu'ils ont traversé le bois au loup, je comprends, parce qu'on nous parle des montagnes qui sont à l'ouest, je crois. Mais alors ils sont, même après une vingtaine de jours, s'ils sont encore dans le bois au loup, c'est que pour aller jusqu'au mur et tout, ça prend une sacrée trotte, hein. Ouais. On va dire qu'ils doivent être à peu près à mi-chemin. Non, mais peut-être moins, hein. Ouais. Peut-être moins, je sais pas trop. Mais en tout cas, si on regarde par rapport à la carte, s'ils quittent Winterfell et qu'ils arrivent à peu près dans le bois de loup, et que dans le chapitre on nous dit 15 et 18 jours, alors ça veut dire que pour aller jusqu'au mur, je pense que c'est peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça, hein. Ouais. Donc, durant ce voyage, Tyrion est accompagné de Jon, bien sûr, de Benjen Stark, et on découvre alors 6 autres personnages, je crois, parce qu'on dit qu'ils sont 8. Alors en tout ils sont 8. C'est vrai que j'ai pris le soin de compter, et ils précisent qu'ils sont 5 adultes et 3 adolescents, donc j'ai fait le compte. Alors dans les adultes on aurait Benjen, Tyrion, les 2 gardes qui accompagnent Tyrion. Les 2 gardes qui accompagnent Tyrion, exactement, et Yoren. Ouais. Et dans les 3 adolescents on aurait Jon, et les 2 criminels qui ont, c'est des violeurs même, hein. Ouais, violeurs, qui escortent Yoren. Ouais. Qui escorte Yoren, c'est plutôt Yoren qui escorte. Oui, que Yoren qui escorte, que Yoren accompagne plutôt. Accompagne, ouais. Ok. Donc comme tu l'as dit, le terrain se dévoile sauvage, glacial, accidenté et très naturel. Alors je crois qu'on nous dit qu'ils sont sur la route royale, mais même sur la route royale, on voit que le chemin au-delà de Winterfell vers le nord et tout, c'est pas très royal, quoi. Ouais. Il passe, donc comme on l'a dit, là par le bois au loup, qui porte bien son nom, car leur hurlement berce les nuits de nos voyageurs.
Alors, on nous dit, on a l'information, on dit que Fantôme, justement, il a l'air d'être interloqué interloqué, il a l'air de les entendre et de, comment dire, d'être alerté par ces hurlements. Je sais pas comment on appelle les cris des loups. Enfin, c'est des hurlements, non? Ouais, j'ai les pas... loups, merde, qu'est-ce qu'ils font les loups? Je sais pas. Un chien, ça aboie, un loup, ça aboie, et quand ça crie, je sais pas. Aucune idée, mec. Mais donc, on dit que Fantôme, il réagit pas. Donc, il a l'air un peu différent des autres loups. Mais on sait que Fantôme n'émet pas de son de base au banc. Enfin, au banquet de John, on sait déjà qu'il était très silencieux. Ouais. Donc on a des caractéristiques. Après, on sait pas si c'est particulier à Fantôme ou au loup-garou en général. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a peut-être un lien avec les loups de base, tu vois. Après, on sait pas si vraiment c'est deux espèces distinctes ou si... ça a l'air d'être distinct. Enfin, ouais. Ça a pas l'air d'être des loups, de vulgaires loups, quoi. Ouais. Ça a l'air vraiment particulier. Donc les deux violeurs que Yoren accompagne, on dit qu'ils sont originaires de 4 doigts. 4 doigts, là, j'ai pas vérifié en faisant... en écrivant l'épisode, en fait, où ça se situe sur la carte, j'ai oublié. Mais je crois que ça se situe au niveau... à l'est, je crois, de la carte de Westeros. Si on peut vérifier aussi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a plein de lieux dans cet épisode. Enfin, non, en fait, il y en a que 2. Il y a... Donc, il y avait le beau loup et les 4 doigts à vérifier, ce qu'on n'a pas fait de mémoire. On s'excuse, donc on le fait en live. Donc, après nos recherches intenses et qui ont été fructueuses, alors on voit qu'il y a un lieu qui s'appelle les Doigts, en fait, qui est juste au-dessus des Eryres, en fait. Ah, oui. Juste au-dessus, tu vois, dans la carte du Sud, on va juste au-dessus, comment il s'appelle encore, le Duval d'Arin. Et donc là, on trouve les doigts, donc peut-être que ça fait référence à là, les 4 doigts. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, si on s'en réfère à la carte et tout, c'est le seul qui a l'air de s'y corroler. On apprend aussi que ces deux hommes avaient en fait le choix entre le mur et la castration, dû à leur viol. On sait maintenant ce qu'ils ont décidé. C'est bon, c'est vrai que bon, c'est un peu cliché, mais ça se comprend. Demande à un homme de choisir entre sa bite ou n'importe quoi d'autre. En général, il va choisir sa bite. La mort ou le tchitchi. Mais on avait déjà eu un choix de ce genre en fait dans le prélude. Je sais plus c'est lesquels. Hein. Je crois que c'était. Alors c'était pas Gareth, c'était pas Waymar, c'était le 3e. Mais alors son nom, là, il m'échappe. Ouais, c'est vrai que bon, ça commence à. Ouais. À dater, Royce, Gareth et Will, exactement. Et donc Will, on savait que c'était un braconnier, enfin qu'il avait fait du braconnage, je crois, sur la terre des Mallister. Et donc qu'on lui avait donné le choix, je crois, entre sa main et le mur en fait. Et donc il avait choisi le mur. Donc c'est vrai que bon, ça a l'air un peu d'être des choix cornéliens quoi. C'est le mur et tout, ou soit on prend une partie de ton corps. Typiquement, je sais pas. Moi personnellement, je sais pas ce que je choisirais. Je me dirais le castration ou bon après on sait pas trop ce que c'est le mur, c'est une prison. Si tu sais pas trop ce que c'est le mur. Ouais, c'est compliqué hein. C'est compliqué. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être connu du peuple de Westeros en fait. Donc on doit savoir que je sais pas. Après je dis on doit savoir, mais comme tu l'as dit, John il a pas l'air de savoir à quoi s'attendre quoi. Donc justement c'est là qu'il commence à un peu avoir sa désillusion, parce que toujours ce qu'il a toujours vu du mur, c'est ce que lui en disait Benjen. Exactement. Mais en fait ce que je voulais dire par là, c'est que je me demande quelle image du mur ont les habitants de Westeros du coup. Parce que si John c'est quelqu'un qui est dans une famille royale en tout cas qui est dans une famille noble, ça veut dire qu'il doit avoir des connaissances, ça veut dire qu'il doit parler à des gens, et donc John, il a l'air d'avoir une bonne image de la garde de nuit. Alors certes, il y a Benjen Stark qui est dedans, qui est son oncle, donc qui a dû... Et encore, je suis même pas sûr que Benjen lui ait raconté des bonnes choses sur la garde de nuit, hein. Parce que quand John lui a déclaré son idée d'y aller, c'est lui-même qui lui a dit je suis pas sûr que tu sois assez mature, attends d'avoir une femme, des enfants, et puis après on verra quoi. Ouais. Donc peut-être que quand on présente ce choix à des criminels et qu'ils ne savent pas en fait à quoi s'attendre au niveau du mur, forcément après tu me dis c'est quand même un serment la garde de nuit quoi, c'est quand même un ordre. Donc c'est vraiment un engagement quoi, enfin c'est plus qu'un engagement même, c'est ouais. Après bon, John il a peut-être été élevé par des nobles, mais bon, souvent on sait que les nobles ils sont un peu à côté de la plaque vis-à-vis de ce qui se passe réellement au sein du peuple, au sein de, enfin
Tu penses? Bah, je sais pas, parce que Il est pas, en tout John, cas, on il sait est pas. qu'il a, par exemple, il assiste aux exécutions, tu vois, avec Ouais. Ned. Donc il sait quel genre de membres font partie de la garde de nuit. Ouais, bon. Après, il est jeune, hein. Il est jeune. 14 ans. Non, mais c'est des questions qu'on peut se poser en tout cas. Et donc c'est Tyrion qui, bah forcément, parce qu'on est du point de vue de Tyrion, hein, qui remarque le malaise de Jon à la vue de Yoren et de ses futurs camarades ou frères, mais aussi que Benjen est aussi antipathique envers lui que peut l'être Ned Stark. Donc bon, c'est la raison pour laquelle Ned n'aime pas les Lannister, mais du coup, bon, peut-être que ça s'est transmis aussi à son frère, forcément. Ouais. Forcément. Donc Tyrion, de sang noble, et ne devant donc pas participer aux tâches du camp, se retire souvent pour lire, et on nous cite même particulièrement un livre sur l'histoire et les spécificités des dragons. Donc il a emprunté à Winterfell avec l'accord de Ned Stark. Car Tyrion était et est toujours fasciné par ceci, une fascination quasi morbide, nous dit-on. Il rêvait même d'en avoir étant petit. Donc là, alors juste avant qu'on parle de Tyrion et des dragons, on a un petit passage sur les autres dragons et les arcs en autres dragons qui sont prisés par le Dothraki. Ouais. Donc ça, on le sait parce qu'au chapitre précédent. Ouais. On se souvient que l'un des 100 coureurs de Khal Drogo avait offert à Daenerys, et plutôt indirectement, enfin, avait offert à Khal Drogo par le biais d'un cadeau à Daenerys, 3 armes pour les 300 coureurs, dont un arc en os de dragon. Et là, on comprend que c'est pas un cadeau, c'est un cadeau exceptionnel. C'est un cadeau exceptionnel, c'est les meilleurs arcs du monde. C'est ça. Et alors les autres dragons, juste, on avait une notion que Illyrio Mopatis, lui, il faisait du commerce au niveau des autres dragons. Ça a été dit dans le premier chapitre de Daenerys. Donc, Tyrion, lors du mariage de Cersei et de Robert, pour sa première visite dans la capitale, Port-Réal, s'était mis en quête des crânes de dragons, naguère exposés dans la salle du trône, mais, hélas pour lui, remplacés par des tapisseries sur ordre de Robert. Il les trouva dans une cave humide, et, en plus de les trouver fascinants, il les trouva beaux. Donc, le chapitre confirme que les dragons Targaryens, et peut-être même l'espèce entière s'est éteinte, et que les plus vieux dragons présents dans cette cave datent d'il y a 3000 ans, tandis que pour les plus jeunes, 1 siècle et demi. Donc alors, on nous cite les 3 plus vieux dragons, qui datent de 3000 ans, qui sont présents, dont les ossements sont présents dans cette cave. Donc les trois plus vieux, en fait, c'est les dragons que Aegon Targaryen et ses 2 sœurs avaient chevauchés pour conquérir Westeros. Donc on a Balerion, Meraxes et Vhagar. Et Balerion, ça devait être celui que chevauchait Aegon parce que c'est le plus gros de tous. Ouais. Et rien que voir son crâne, on imagine déjà à quel point il devait être immense. C'est ça, la terreur. Il pouvait pourrait a priori mettre un mammouth dans sa bouche, le gober en entier. Balerion intervenant. Et alors, juste cette scène, avant qu'on y passe un peu plus dedans, ça m'a fait rire en fait d'y repenser. Parce que ça, c'est de la vraie exposition. C'est de l'exposition pure et simple. Alors, des expositions, pas tant sur, en tout cas, le moment présent, mais en tout cas sur l'histoire de Westeros. Et donc ça, dans la série, forcément, c'est des trucs compliqués à mettre en place. Ouais. Parce que... Mettre ça à l'écran, si tu mets des flashbacks, ça va ressembler à un truc cheap en termes de rythme et de mise en scène. Ouais. Tu vas voir, ça va être un truc dépassé. Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 solutions pour introduire des éléments du passé. Soit tu mets en place des flashbacks, soit tu mets en place un discours d'un personnage. Ou un spin-off, si t'es chaud. Oui, alors, le nombre de spin-offs qu'on avait fait. Mais du coup, est-ce que tu te rappelles dans la série comment on avait exposé cette histoire? Et là, c'était... Ah oui, c'est incroyable. C'est une disquette incroyable. Donc, en gros, quand c'est 10% de ce qu'il y a dans les livres, mais en gros dans la série t'as Viserys qui est avec une prostituée et qui est dans le bain. D'ailleurs, dans une prostituée dont on a cité le nom dans le chapitre précédent, Dorea. Dorea, celle qui va apprendre l'art de l'érotisme à Daenerys. Et dans la série, en gros, t'as Viserys qui est en train de se taper Dorea et elle lui pose des questions sur les dragons et lui il tite un dragon chaque fois qu'il met un coup de bite, c'est incroyable.
ah non, je suis mort. J'y ai repensé et tout, je me suis dit, ah oui, c'est exact. En fait, c'est totalement l'histoire qu'il a racontée à Doria pendant qu'il se la tapait, genre. Oui. Et tu sais, à chaque fois, il disait, Vagar. Miraxes. Valérian. Bref. Et donc ça, c'est une des plus grosses critiques qui a été faite à la série Game of Thrones, ce qu'on appelle la sexposition. Quand tu fais de l'exposition pendant les scènes de sexe. Et il y en a vachement. Il y a surtout une scène, moi, qui m'imaginais, parce que j'ai regardé Game of Thrones avec mes parents. Et à un moment donné, ah bon, ça je vais le révéler plus tard quand ce passage sera décrit, mais c'est vrai qu'il y a une scène de sexposition moi qui m'a marqué. Et là c'est vraiment là les mecs ils ont forcé. Bon. Mais donc là c'est un exemple de sexposition qu'ils ont fait. On en reparlera une prochaine fois. Exact. Mais donc là c'est un exemple de sexposition qu'ils ont fait pour introduire ces éléments en tout cas, mais d'une façon qui retient l'attention du spectateur. Et donc suite à cela, on apprend aussi par Tyrion une partie de l'histoire de la conquête des 7 couronnes. Donc vas-y Guillaume, je te laisse nous la présenter. Bah là, il y a Tyrion qui cite deux rois, et donc qui cite le roi du Roc, donc son ancêtre, et le roi du Bief. Et si on se renseigne un peu dans les appendices, le Bief, ça correspond au domaine des Tyrell. Donc on suppose que c'est les ancêtres des Tyrell. Et il dit aussi que c'était... Ah, c'est ce que tu supposes. Oui. Ok. Bon, moi je suppose que c'est ça. Probablement. Bah, on sait que c'est l'ancêtre de Tyrell, mais pourtant, lui, je vais pas enfin, tu vas le dire plus tard, mais lui, il a été brûlé, en fait. Enfin, on sait qu'il a été tué. Oui, c'est vrai. Bon, peut-être qu'il avait des descendants, je sais pas. Donc en tout cas, le roi qui régnait sur le domaine actuel des Tyrell, c'était il y a 3 siècles. Donc ça. Et c'est à une époque où les 7 couronnes, c'était vraiment les 7 couronnes. C'était pas juste les régions d'un vaste royaume, enfin comme il dit, les vulgaires provinces d'un vaste royaume. C'était vraiment, il y avait 7 couronnes divisées. Donc c'était Westeros qui a été divisé en 7 pays. Et à eux seuls, ces deux-là, donc le roi du Roc et le roi du Bief, possédaient en termes de nombre 5 fois plus de soldats que les forces targaryennes d'Aegon. Et donc ils étaient partis pour gagner, sauf que dès que Aegon et ses 2 sœurs sont arrivés avec les 3 dragons, ils ont fumé tout le monde alors qu'ils étaient 5 fois moins nombreux. Et on commence à réaliser vraiment la puissance des dragons. Rien qu'à 3 dragons, tu peux vraiment balayer une armée. D'ailleurs, ça a été dit que ça a été précisé, que c'est la seule fois où les 3 dragons ont été relâchés en même temps sur une armée. Ouais. Donc dévastateur. Ouais. Alors juste pour reprendre ce qu'on a dit auparavant, je remarque que tu n'as pas bien lu les appendices, parce que quand tu lis le paragraphe de la maison Tyrell, on nous dit exactement quand le roi Mern, dernier de cette ancienne lignée, périt lors de la bataille du Champ de Feu, son intendant Arlen Tyrell remet les clés de Haut-Jardin à Aegon Targaryen, en lui jurant fidélité. Donc en fait c'est la maison Mern, en fait elle a été, la maison du roi Mern là, elle a été décimée pendant cette guerre, et donc c'est les Tyrell, c'était les intendants d'accord, ok, de cette ancienne maison, et c'est eux qui ont pris oui, ils ont pris le truc, Haut-Jardin en jurant fidélité à Aegon. Ouais, j'implore votre pardon. Nous sommes des fact-checkers. Nous cherchons la précision et la fidélité au roman. Ok. Mais voilà. Donc comme tu l'as dit et tout, et en fait c'est le deuxième exemple qu'on a de quelqu'un qui a été vaincu et qui a, on fait le roi Merle il a péri, mais le roi Lorraine du Roc, d'ailleurs Tyrion le remercie, lui a préféré s'enfuir et pas y il a survécu, donc là on est sûr que lui ouais. Les Lannister sont bien les descendants du roi du Roc. Et donc on avait eu un deuxième exemple aussi d'un autre roi des 7 couronnes qui a ployé les genoux. Tu t'en souviens? C'est le roi, c'est un Stark. Ouais. Torrhen Stark. Torrhen, oh putain, j'allais le dire. Torrhen Stark. Je te crois. Le roi qui a ployé le genou. Exactement. Alors juste, on sait que la conquête d'Aegon, c'était environ il y a 300 ans, mais on sait que les plus anciens dragons, ils ont 3000 ans. C'est-à-dire que quand Aegon et ses sœurs les ont chevauchés, ils avaient déjà 2700 ans à peu près. Ouais. Donc c'est vrai que là on comprend que, en plus d'être terrifiants, ils ont une longévité à toute épreuve. Ouais. Après, ils doivent pas beaucoup se reproduire, du coup, vu que si on a réussi à les décimer alors qu'ils vivent aussi longtemps.
Alors, c'est pour ça qu'il y a une précision de Tyrion qui est assez malicieuse, et qui dit les dragons Targaryens. Il dit les dragons, il précise bien les dragons Targaryens. Et peut-être même l'espèce entière. Mais pour ça, il dit juste les dragons Targaryens ont tous péri, en tout cas. Ouais. Mais pour une espèce qui vit aussi longtemps, qu'elle est disparue de la circulation, en tout cas, c'est que vraiment, c'est la reproduction, elle doit pas être simple. Hein. Alors, deux solutions. En plus, c'est en médecine comme moi. Donc, tu sais que si il y a un manque quelque part, c'est que soit il y a pas assez, enfin, comment dire, soit il y a trop d'élimination, ou soit, comme tu dis, soit pas assez de reproduction. Ouais. Ça peut être un des deux. Ouais. Donc, soit il y a eu trop d'élimination des dragons, soit il y a pas assez de reproduction. Pour éliminer des dragons, faut y aller, quoi. C'est pas des dindons de Madagascar ou je sais pas quoi, tu vois, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour l'instant et tout, on nous a pas. Alors Tyrion, il a le livre, hein. Il a un livre qui s'appelle Les spécificités des dragons. Donc peut-être que dans ce livre et tout, on explique comment on vaincre les dragons, quels sont leurs points faibles, etc. Mais en tout cas, c'est drôle que Tyrion soit à ce point fasciné par les dragons, mais vraiment, ça a l'air d'être fascination morbide. Il y a de quoi quand même, hein, fasciné par cela. C'est dommage parce qu'il se dit à la fin du chapitre que les dragons ils ont disparu, donc tu sens que sa foi elle a un peu diminué. Mais ok. Tout à coup, Jon Snow demande à Tyrion pourquoi il lit tant. Et là, Tyrion lui rétorque dans un discours intelligent, drôle, instructif et même pédagogue qu'il n'est qu'un nain et que donc ses capacités physiques sont limitées, voire inexistantes. Et en fait, en lisant ce petit discours de Tyrion, ça va, parce qu'en fait, je t'ai demandé en off, pour l'instant, quels étaient tes chapitres préférés, tu m'as demandé Tyrion. Ouais. Et je me dis que tu m'as dit que c'était par rapport à son élégance, par rapport à ses discours, sa diction, etc. Et je me suis dit que là, par exemple, c'est un exemple parfait de ce que Tyrion peut produire. Ouais, il a, en plus, quand tu sais que, genre, c'est des discours, genre, que, pour lui, ça sonne facile de lâcher des discours aussi. Il a une belle répartie. Hein. Ouais, il a une répartie tellement incroyable. Que c'est son quotidien de parler comme ça, de tout le monde de prendre tout le monde à contre-pied comme ça. Comme tu dis, ouais, que c'est exactement, Mais on sent que ça fait, et on sent quand même que ça fait longtemps qu'il fait de l'autodérision sur lui parce que on a dû vraiment parler de son nanisme tellement de fois que il prend tout à contre-pied maintenant et que il fait de l'autodérision. Bah, c'est d'ailleurs une des choses pour lesquelles Tyrion respecte Jon, c'est que quand il lui parle de la garde de nuit et de ce qu'elle est vraiment, il lui dit j'apprécie que tu es un homme qui préfère affronter les vérités plutôt que de les éviter. Et en fait, ça correspond parfaitement à Tyrion, c'est-à-dire que Tyrion, il sait qu'il a un an, il l'assume, mais justement le fait qu'il l'assume en fait sa force parce qu'il connaît ses faiblesses et il sait sur quoi il peut évoluer et sur quoi il ne peut pas évoluer. Ouais. Mais oui, donc Tyrion, il a bien, assimilé que de toute façon, il était qu'un nain, ça allait pas changer. Tu sais, c'est terrible ce qu'il nous dit. C'est vraiment terrible parce qu'il dit que s'il était né dans une famille paysanne, on l'aurait jeté et puis on aurait attendu sa mort, quoi. Ouais. Là, malheureusement, il est né chez les Lannister. Donc, il dit malheureusement alors qu'en vrai, son sort est probablement mieux chez les Lannister que chez des paysans, mais s'il dit malheureusement, c'est que vraiment, même s'il était chez les Lannister, il a vraiment pas eu une vie facile avec son statut de nain, quoi. D'ailleurs, en parlant de Tyrion, pendant ce discours et tout, ou je sais pas si c'est pendant ce discours, après ou avant, on apprend que son père, Tywin Lannister, a été main du roi pendant une 20aine d'années. Pendant 20 ans même, exactement. Donc c'était la main de très probablement d'Aerys. Aerys, ouais. Et c'est lui-même qui a fait ouvrir les portes c'est lui-même qui a toqué aux portes de Aerys. Donc ouais, alors ça on le sait pas. On sait juste que quand Ned est revenu, quand Ned chassait en fait le reste des troupes de Rhaegar qui sont enfuis après sa défaite au Trident face à Robert, il a trouvé les portes grandes ouvertes et que les étendards des Lannister étaient aux abords de la ville, quoi. Et étaient même dans la ville. On n'a pas dit que on a dit que c'était on a dit que l'ultime erreur de Aerys c'est d'avoir ouvert ses portes aux Targaryens. Ah oui, ça a été dit dans le précédent. D'accord, je me souviens plus exactement parce que j'ai pas trop envie d'en dire trop et tout. D'accord, ok. Donc ouais, alors ça veut dire que il a été une 20aine d'années, mais on sait pas si
du coup, forcément, si Tywin était la main du roi au moment où Aerys était en guerre, donc forcément, il a ouvert la porte aux Lannister vu que sa main du roi était Lannister. Ouais. Mais après, si ça, ouais, c'était peut-être plus la main du roi à ce moment-là. Si Aerys a, si ça avait été un choix de Aerys et que c'était considéré comme une erreur, c'est que c'était peut-être pas la main du roi à ce moment-là. C'était peut-être plus la main du roi à ce moment-là, ouais. Ok. Mais donc c'est une bonne chose de savoir ça parce que on sait qu'une main du roi peut partir du coup. Et oui. Pour Ned et tout, ça serait bon. Il est parti au bout de 100 ans, Tywin, mais il est parti quand même à un moment donné. Ouais. Donc c'est pas un serment à vie et la mort, quoi. Tyrion remarque par ailleurs que Jon a hérité des caractéristiques des Stark et que par conséquent, il ne devait que très peu de choses à sa mère. Ça, on le savait déjà. Ouais. Alors, ouais, comme tu dis, on savait déjà qu'elle avait comme Arya. C'est-à-dire que tous les enfants Stark, à part Arya, ont hérité des caractéristiques des Tully. Mais c'est vrai que, bon, du coup, on n'a aucune information, par exemple, sur la mère de Jon. C'est-à-dire que si Jon, il avait des cheveux argentés et des yeux lilo indigo, bon, on aurait pu avoir des informations sur sa mère, tu vois. Ouais. Mais là, forcément, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, ouais. Tyrion déballe alors à Jon ce qu'il attend dans le futur de la garde de nuit. Et en fait, les deux savent très bien quel genre de personnes composent cet ordre. Voleurs, violeurs, assassins, braconniers, etc. Et Jon se met alors en colère. Coïncidence, son loup, fantôme, se rue sur Tyrion. Alors c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on a, un lien entre une émotion forte d'un Stark, un Stark, Jon c'est un Snow, mais bon, et la réaction de son loup, c'est-à-dire que par exemple quand Bran a commencé à monter, je sais plus ce qui s'est passé, mais en tout cas il était en train de monter la tour qu'il escaladait et son loup-garou s'est inquiété pour lui et s'est mis à hurler un peu comme si c'était sa mère, quoi. C'est ça. Et là Jon se met en colère et directement fantôme qui apparaît pour se ruer sur la cause de sa colère en fait. Donc après ça, ils ont un échange mi-sucré, mi-salé, et Jon demande à Tyrion si ce qu'il lui a révélé sur la garde de nuit était vrai, parce que c'est vrai que, bon, comme tu l'as dit, Jon, en fait, il découvre en fait que les membres de la garde de nuit peuvent ne pas être ce qu'il a imaginé depuis tout ce temps. Et donc, comme j'ai dit, Tyrion lui répond que oui, il admire que Jon Snow préfère un homme qui préfère affronter les vérités plutôt que de les nier. Et donc le chapitre termine à peu près là, il se passe quelques trucs mais je pense pas très intéressant. Ouais. Mais voilà, donc c'était le 2e chapitre de Tyrion sur la route de Winterfell. Intéressant, donc les 2 grosses choses qu'on a appris, c'est vraiment que la fascination de Tyrion pour les dragons, et donc le fait que la garde de nuit ne se compose pas que de preux chevaliers comme Waymar Royce, qu'on a vu dans le prélude. Ou Benjen Stark, ouais. Ou Benjen Stark, exactement. Donc on verra comment Jon va s'adapter à ce monde, hein. C'est vrai que s'il va s'acoquiner avec tous ces criminels. Enfin voilà, on a terminé pour ce chapitre. T'as quelque chose à rajouter, Guillaume? Non, j'ai hâte qu'on se retrouve pour le chapitre suivant, qui est un chapitre de Catelyn. Ah. Toi, t'aimes bien les chapitres de Catelyn? J'adore les chapitres de Catelyn. J'adore Catelyn en fait. Voilà. C'est ta milf. Elle a 30, elle a de la trentaine, hein, dans les romans et tout, donc, ouais. Elle est encore jeune. Mais voilà, on a terminé pour ce chapitre. On espère que vous avez apprécié cet épisode et puis, on vous retrouve bientôt. À la prochaine. À la prochaine.